Bien, je vais vous demander donc de vous asseoir. Alors c'est vrai que nous sommes heureux de nous retrouver en présentiel. C'est un nouveau mot qu'on a inventé pour se dire qu'on se retrouve tous et pas simplement à travers les réseaux. Alors je sais que vous étiez un certain nombre, en tout cas à souhaiter que nos séances puissent évoluer et puissent être visibles aussi alors par le public que je salue ce soir qui est présent, mais pas en nombre par rapport à la population, mais pour que la population puisse justement suivre nos travaux, eh bien qu'ils puissent être filmés. Donc je remercie en plus une société biorelaise qui va ce soir donc œuvrer pour filmer l'ensemble de nos échanges. Alors, c'est la première étape, je dirais. C'est celle qui sera sur les réseaux sociaux à partir de demain ou dans les jours qui viennent. Nous ne sommes pas encore en direct, comme le Conseil de la Métropole, par exemple, ou d'autres réunions. Mais ça va venir. Donc on voit que nous avançons, nous allons aussi vers le progrès. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais ouvrir cette séance. Et nous allons, si vous en êtes d'accord, désigner notre secrétaire de séance. Alors je crois que la dernière fois, c'était... Non, c'était Céline. Bon, alors si c'était Céline, je vais me tourner vers... On fait un homme, une femme à chaque fois. Donc c'est pas Quentin. Thomas Delaunay, si vous en êtes d'accord. Donc je vais mettre aux voix. Qui est contre ce choix de secrétaire de séance? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous sommes d'accord. Merci Thomas. Donc, je vais faire l'appel nominal. Je suis présent. Nathalie Lecordier. Présente. Jean-Marc Chevalier. Présent. Françoise Lacaille-Lenné. Présent. Olivier Marical. Présent. Jocelyne Brochard. Christophe Barré. Présent. Marie Chaillet. Présent. Xavier Auguel. Présent. Marie-France Fouchard. Présent. Isabelle Bergenot. Présent. Patrice Renaud. Présent. Philippe Jouet. Présent. Catherine Récher. Présent. Laurent Capon. Laetitia Herse donne pouvoir à Françoise Lacaille-Lenné, puisqu'elle est malade. Jean-Luc Delceau. Fatima Bouchama. Mélanie Clou. Céline Secaille. Quentin Bousse. Antoine Ojeda. Thomas Delaunay. Annick Bonneau. Monique Dubec donne pouvoir à Baptiste Boulan. Jean-Christophe Châtelain. Gilles Thomas. Aude Eragne. Et Baptiste Boulan. Donc nous sommes très largement pour pouvoir délibérer ce soir. Nous avons largement le quorum. Vous avez reçu également le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil municipal du 4 mars dernier. Est-ce que cela appelle de votre part des questions, des remarques ou des commentaires? Annick Bonneau, oui. Alors vous prenez le micro et puis je vais vous demander, notamment pour... éviter des interférences, si vous pouviez mettre vos téléphones sur votre mode avion en même temps. Parce que je devais le dire au départ et puis je ne l'avais pas dit. Donc si vous voulez bien le faire. Et je cède la parole à Annick Bonneau. Oui, bonjour et merci. À la lecture du PV du Conseil municipal du 3 mars, il me semble qu'il y a un problème au niveau du vote prévisionnel. On a voté budget prévisionnel, excusez-moi. On a voté un budget prévisionnel. Or, il se trouve que la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a modifié un certain nombre de règles techniques qui sont applicables aux collectivités. Et en particulier, demande à ce qu'il y ait présentation de l'état annuel des indemnités perçues par les élus. Et ce document devrait être présenté avant l'examen du budget de la collectivité. Donc ça aurait dû être présenté avant le 15 avril. Or, nous n'avons pas eu ce document. Donc, c'est un petit peu dommageable. Vous ne l'aviez pas réclamé d'ailleurs à l'époque non plus? Non, mais c'est à la lecture du compte-rendu que je me suis aperçu effectivement qu'il n'y avait pas eu de document. Bien, et je suis un petit peu étonnée. Vous n'avez pas eu de retour de la part de la préfecture lorsqu'il y a eu contrôle de la légalité? Non, aucun, parce que je pense qu'il y a peu de communes qui ont encore appliqué ce type de réglementation.
devait être appliqué pour le budget 2021 et normalement avant la présentation, c'est-à-dire avant le 15 avril de 2021. D'accord. Bon, ça se fera pour les budgets suivants, puisque ça a été omis sur celui-ci, sans aucune remarque d'ailleurs de la préfecture. Donc on l'inscrira effectivement, puisque c'est la loi, dans le prochain budget. On ne peut pas avoir ce document-là en annexe au prochain conseil municipal ? Si, vous le souhaitez, mais il n'y aura pas de grande surprise. Non, mais dans la mesure où il y a un manque, le budget tel qu'il a été présenté n'est pas conforme à budget, au code général. Le budget est conforme. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas conforme. C'est pas parce qu'on a oublié une annexe que le budget, heureusement d'ailleurs, parce que vous savez, on est bien dans les grandes collectivités, il manque souvent des annexes. Et le budget est quand même adopté. Donc il est conforme, le budget. Sinon, nous aurions eu une remarque de la préfecture, évidemment, qui nous aurait obligés à repasser le budget. Je me suis mal expliqué, ce n'est pas le budget, c'est la délibération concernant le budget. Oui. Qui n'est peut-être donc, pas si vous souhaitez cette annexe, on la mettra au prochain procès verbal de notre réunion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ? Pas particulièrement, donc je vais mettre aux voix. Qui est contre la rédaction du procès-verbal, qui s'abstient. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. J'en profite pour remercier les services qui essayent de le faire le plus fidèlement possible. Vous avez reçu la note de synthèse avec l'ensemble des décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil municipal au maire, et puis les délibérations. Est-ce que les décisions appellent des questions ou des remarques ? Oui, Monsieur Châtelain. Annexe. Nous avons beaucoup de documents, on vous en remercie, c'est bien. Il y a la convention, des plans, mais il manque un petit peu de l'information concernant la nature des travaux qui vont être entrepris sur les installations de téléphonie sur le toit de l'église. On ne sait pas si ce sont des réparations, si ce sont des améliorations ou si ce sont des travaux de modification, de transfert vers une nouvelle technologie 5G, par exemple, puisqu'on pense instantanément à cela. Est-ce le cas ? Alors effectivement, vous avez eu normalement tout l'ensemble des documents. Il y a une reprise des antennes, effectivement, pour les améliorer d'un point de vue technique et technologique. Et puis, il y a la préparation, effectivement, de la 5G aussi, qui va bientôt pouvoir se généraliser aussi sur l'ensemble du territoire. Donc, effectivement, il y a des préparations pour, à terme, pouvoir installer, effectivement, la 5G. Loin de moi l'idée d'être opposé à la modernité. J'ai moi-même j'ai mon doudou 4G, comme tout le monde. Néanmoins, c'est un sujet quand même très, très sensible, qui est très préoccupant pour la santé de nos concitoyens. Il y a un certain nombre de débats. Alors, même si l'autorité de santé vient juste de donner un avis plutôt favorable à la 5G, disant qu'il n'y a pas de contre-indication très importante sur l'insanté par rapport à la 4G, par rapport aux technologies plus anciennes. Dans le même temps, l'ANSES dit on n'a pas beaucoup d'études et pas beaucoup de données pour étayer nos décisions. Donc dans ce no man's land, un peu ce mécanisme un peu d'incertitude, il nous semble que la précaution devrait être l'attitude la plus rationnelle et la plus raisonnable. D'autant qu'il y a une école maternelle qui est au pied de l'église, donc qui est au cœur du rayonnement. Une autre école maternelle est à la limite des fameux 100 mètres. Et puis, dans un rayon de 500, on a d'autres établissements scolaires, dont 2 collèges. Et donc, il nous paraîtrait important de faire comme d'autres communes en France. Nombre de communes ont voté un moratoire afin d'avoir plus ample informé sur cette question, d'autant que l'ADEME est en train de valider et de superviser une étude d'impact. Alors, impact bien sûr sanitaire, mais aussi technologique, environnemental et économique, puisqu'on n'a pas beaucoup
de recul par rapport à ça. Donc il nous paraîtrait important que le principe de précaution s'applique et qu'à Biorel, nous puissions aussi prendre le temps de réfléchir à cette question avant de lancer ce type d'infrastructure. Alors effectivement, ce débat, nous l'avions eu déjà au moment de la 4G, avec une réunion publique d'ailleurs, qui avait eu lieu avant de l'installation des antennes relais dans l'église. Nous avions eu un certain nombre de réunions, nous avions eu aussi des études qui avaient été réalisées également à ce moment-là. Alors, au départ par les opérateurs, puis ensuite on avait fait une étude plus indépendante, parce qu'on se disait que les opérateurs étaient aussi partie prenante. En tout cas, toutes les études qui ont été réalisées ont montré que les émissions, en tout cas, étaient inférieures aux normes européennes. Particulièrement les études d'impact, donc qui étaient tout à fait rassurantes à ce moment-là. Alors, pour l'instant, si les opérateurs s'y préparent sérieusement, je pense y compris ici, il n'y a pas de demande qui a été faite pour la 5G en tant que telle. Ce n'est pas l'installation de la 5G à travers cette décision-là. Mais je pense que si l'État, effectivement, à la suite des études qui sont en cours, le permet, les opérateurs reviendront vers nous alors pour l'installer, la 5G. Et donc, il sera temps à ce moment-là alors d'assurer cette communication et puis cette concertation que vous appelez de vos voeux à ce moment-là. Parce qu'on aura sûrement aussi plus d'éléments de la part de l'État et de l'ADEME pour pouvoir réunir éventuellement les habitants pour en discuter. Parce que parler dans le vide, c'est pas non plus, ou d'attiser quelques peurs ou de craintes, ça n'est pas non plus nécessaire. Donc, pour le moment, ça n'est pas l'installation de la 5G, mais il y aura bien un moment où les opérateurs reviendront vers nous et il faudra qu'on assure la concertation nécessaire, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Annick Bonneau, oui. Oui, alors, toujours à propos de cette délibération, moi, ce qui m'inquiète un peu... De cette décision, pardon. Ce qui m'inquiète un peu, c'est l'état de l'Église. Est-ce que le fait qu'il y ait encore des installateurs perchés sur le toit ne va pas détériorer, et on a déjà eu des soucis de ce côté-là. Est-ce que l'Église est suffisamment solide et suffisamment bien réparée pour pouvoir supporter de nouveau des travaux d'antenne sur l'entrée? Alors, je laisse la parole peut-être à Jocelyne Brochard sur ce point. Oui. Les dégâts qui avaient pu être causés sur l'église du fait des antennes ont été réparés. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Donc, je pense que si quelque chose est fait, obligatoirement, on le fait en connaissance de cause et en sachant que ça ne pose pas de problème. Toutes les précautions seront prises. Avant leur intervention. Bien sûr. D'accord. Ça va nous rassurer plutôt que de voir notre église abîmée. Autre petite remarque sur ces délégations du maire. On a trouvé 38 décisions qui ont été prises. C'est la première fois qu'on en a autant en une seule fois. Enfin, je sais bien que c'est la situation qui fait cet effet-là. Dont celles qui sont habituelles, qui concernent les concessions pour les sépultures, et puis les travaux. Alors, nous, on s'est posé la question, il va y avoir des travaux d'aménagement de columbarium, de marchand de souvenirs, etc. Autant qu'on se souvienne, on avait voté un budget pour faire des analyses de sol, analyse de terrain au niveau du cimetière. Est-ce qu'il y a eu des travaux de fait, des expertises? Où est-ce qu'on en est sur ce sujet-là? Effectivement, bien que c'est un petit peu en dehors de ces décisions, mais enfin, c'est l'occasion qui fait le larron. Bon, après, il n'y a pas plus de décisions que d'habitude. Il y a aussi le contexte qui fait qu'un certain nombre de décisions sont prises dans les communes par les maires. Je
prends l'exemple de la métropole aussi. Le président de la métropole prend les décisions à la place du bureau à l'heure actuelle, mais c'est le contexte aussi qui fait que nous lui déléguons évidemment un peu plus de pouvoir, tout comme on le fait aussi au niveau de l'État, particulièrement quand la situation l'impose. En ce qui concerne donc un certain nombre de décisions liées aux travaux, ils sont liés aussi aux travaux réalisés par la métropole sur notre territoire. Donc, vous le savez, la police du maire, la police, c'est encore le maire qui l'a et pas la métropole. Donc, les arrêtés sont faits chez nous, plus particulièrement. Donc, ça justifie aussi que nous ayons des décisions à prendre. Et puis, sur plus particulièrement le cimetière, effectivement, nous avons pu voir qu'il y avait des soucis dans le cimetière liés à la circulation de l'eau. Et donc, nous avons lancé effectivement une étude. Alors, nous n'avons pas encore les résultats, mais nous avons lancé cette étude pour pour connaître un peu plus la nature donc, de ces problématiques et pouvoir agir, si nécessaire, en termes de travaux. Oui, Jocelyne Brochard. Oui, si je peux me permettre, effectivement, les travaux pour le cimetière, l'étude de sol, c'est en cours, mais c'est très long. Parce qu'ils font des forages, ils attendent, et donc obligatoirement, là, il faut être patient, et on en prend pour vraiment un temps certain. Voilà, mais c'est fait sérieusement, surtout. Et je pense que c'est important, effectivement, d'avoir cette étude avant que d'agir, avant que de faire de travaux. Oui, mais il n'empêche que les installations les nouvelles qui vont être faites vont devoir tenir compte de ce risque. Pour l'instant, c'est le columbarium, donc ce ne sont pas des installations en sous-sol, ce sont des installations en aérien. Le jardin du souvenir, c'est pas... Le jardin du souvenir, mais c'est pareil, le jardin du souvenir en lui-même, on met de l'eau par-dessus pour justement faire descendre les cendres. Donc l'eau, effectivement, est présente dans le jardin du souvenir. C'est heureusement pas ces deux choses qui sont en corrélation avec la problématique de l'eau dans le sol. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur les décisions? Pas particulièrement. Donc je vais vous proposer de passer donc aux délibérations. Et je vais céder la parole tout de suite à Olivier Marical sur la commande publique. Oui, merci Monsieur le maire. Alors il s'agit Prendre le micro, s'il te plaît. Du marché d'Alca, c'est le marché d'exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux. Il s'agit d'un avenant et celui-ci porte le numéro 4. Alors, le marché d'exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux a été attribué à la société Dalkia le 19 avril 2010 pour une durée de 12 ans. Aujourd'hui, il est nécessaire de le modifier par un avenant afin d'ajouter de nouveaux bâtiments communaux suite à la réalisation du réseau urbain de chaleur. Sur le plan financier, l'avenant a un impact sur les 3 missions dévolues aux titulaires. Pour la mission P1, qui est la fourniture de fluide et d'énergie, ça engendre une diminution de 30 332,78 hors taxes, portant le nouveau montant forfaitaire de la mission à 55 183,59 €. Pour la mission P2, entretien des installations, c'est la visite annuelle des chaudières, une diminution de 2 532 hors taxes, portant le nouveau montant forfaitaire de la mission à 35 792 hors taxes. Pour la mission P3, le renouvellement du matériel, toujours, une diminution de 271,05 hors taxes, portant sur le nouveau montant forfaitaire de la mission à 32 031,94, toujours hors taxes. Si bien que nous arrivons à un gain total de 33 136 €. C'est sur le plan, mais il faut savoir quand même que nous aurons en contrepartie un coût sur le réseau urbain qui, lui, est de la métropole, qui est évalué pour l'instant à 32 000 €. Voilà, pour l'instant, ce que je sais. Alors, si vous ne savez pas, je vais vous indiquer les salles concernées par le réseau de chaleur urbain à Villerel. Alors, ça concerne uniquement, ce que je vous parle, c'est uniquement les bâtiments communaux. Il y a Coubertin, le gymnase, les vestiaires foot, la salle de tennis de table, Tissier, la salle Giboro-Cano, la base de scout. Alors la salle Le Pennec n'est pas incluse dans le circuit de réseau urbain pour la simple raison qu'elle est en dehors du cahier des charges de la métropole, elle est trop loin du réseau de chaleur et pas affectée.
Voilà, donc au regard du rapport que je viens de vous faire, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Avez-vous des questions ou des observations? Voilà. Alors, simplement, peut-être avant de vous laisser même la parole, c'est de dire que nous avions sûrement bien fait à l'époque de passer ce type de contrat, puisqu'on voit que, notamment, ça nous permet de réaliser des investissements, je dirais, à bas coût, pour le coup. Ça démontre aussi que nous avions déjà commencé, en tout cas, à agir dans le sens du développement durable. C'est comme ça qu'on appelait la lutte contre le réchauffement climatique, pour améliorer la performance énergétique de nos bâtiments. D'ailleurs, à ce titre, nous avons lancé une étude sur l'ensemble de nos bâtiments communaux pour la performance énergétique des bâtiments, pour pouvoir les prioriser et ainsi monter un plan pluriannuel d'investissement sur cette partie-là. Donc c'est en priorité le point sur lequel nous agissons. Je profite que je parle de lutte contre le réchauffement climatique et je me tourne vers Quentin Bousse notamment pour dire que nous allons, je dirais, enfin lancer notre comité citoyen, je pense avant l'été, pour commencer à travailler sur les différents axes, donc sur la mobilité, la transition écologique, sur la biodiversité, sur la gestion des déchets, sur la gestion de l'eau, sur tout notre environnement, etc. Donc c'est de pouvoir commencer à, avec eux, réfléchir aux nouvelles actions de sensibilisation. Et puis enfin, de vous dire aussi que pour améliorer notre connaissance, nos compétences aussi, et puis s'accrocher sur des actions existantes, eh bien, nous travaillons beaucoup avec la métropole qui met en place des groupes de travail, notamment sous l'initiative de la première vice-présidente Marie Attino. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui vont apparaître là et dans lesquels nous allons aussi nous y inscrire. Voilà, donc ça c'est pour faire un schéma un peu global de la lutte contre le réchauffement climatique ici à Biorel. Je crois qu'Annick Bonneau voulait prendre la parole. Oui, pas de problème, on avait bien compris cette délibération. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a des envies d'étendre ce réseau, puisque il y a quand même des lieux qui n'ont pas été concernés. On pense notamment à l'école Larpin. Est-ce qu'il y aura un jour la possibilité de faire que le réseau aille jusqu'à la place de l'église et puis pouvoir alimenter les bâtiments communaux qui y sont? Oui, tout ça, ce sont des études à monter avec la métropole parce qu'il y a des coûts économiques qui sont parfois prohibitifs. Hein, sur l'extension du réseau, s'il n'y a pas suffisamment d'usagers, évidemment, cela accroît le coût de raccordement. Donc il y a au fur et à mesure donc, des études qui sont menées en concertation entre la métropole et les communes. Donc je dirais qu'aujourd'hui on n'en est pas encore là, à cette réflexion-là, mais il n'est pas dit que ce réseau pourra s'étendre peut-être par la suite. Alors, c'est le cas notamment sur Darnétal, sur Bois-Guillaume, qui n'était pas du tout concerné avant par ce réseau de chaleur et qui va l'être demain. Donc voilà, au fur et à mesure, les choses avancent. Donc on a déjà eu une progression, je dirais, dans l'extension de ce réseau de chaleur. Et puis on peut espérer qu'un jour, on puisse aller un peu plus loin. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'études de ce type organisées par la métropole. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Pas particulièrement. Donc je vais mettre aux voix. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous l'adoptons. Je propose de passer à la deuxième délibération. Alors, elle porte sur le recrutement d'emplois saisonniers. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous faire le point un peu sur la tranquillité publique. Je préfère ce terme à la sécurité ou l'insécurité, puisque c'est peut-être plus des problèmes de tranquillité publique qui peuvent arriver à certains points de la commune. Donc, il y a plusieurs points de vigilance que l'on a recensés, sur lesquels on veut agir. L'îlot 205, vous savez, donc près de l'espace Corneille, là-bas, avec le City Stade. On a le parc de l'Argilière, tout l'été également, qu'il va falloir surveiller. L'hippodrome, le square des provinces, et puis le City Stade également du chapitre, qui amène de plus en plus de jeunes. Alors pour cela, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Notamment, nous allons renforcer la police municipale, puisque de 4 policiers municipaux, nous allons passer à 5.
Nous allons, et c'est l'objet de la délibération, recruter cet été également 2 médiateurs qui pourront ainsi occuper le territoire pour être un peu aussi l'interface entre les jeunes et les habitants également, et puis les jeunes des Hauts-de-Rouen aussi qui viennent jusqu'ici, puisqu'il n'y a pas de frontières particulièrement, donc de temps en temps ils viennent aussi nous voir sur nos installations. Vous dire également donc, que nous allons continuer le plan d'installation et d'efficacité de la vidéoprotection. Nous avons l'intention de le continuer. Nous avons vérifié également certaines caméras donc, qui étaient là-bas sur le plateau des provinces qui n'étaient pas efficaces et sur lesquelles donc, on a revu le système pour qu'elles le soient plus, puisque je rappelle que les images sont réquisitionnées après par la police nationale, elles ne sont pas vues directement, ce n'est pas de la vidéosurveillance mais de la vidéoprotection. Nous avons eu également cette semaine, dans cette pièce même, une réunion avec la police nationale pour parler des rodéos, qui peuvent arriver aussi sur les Hauts-de-Rouen parfois. Nous allons avoir prochainement une autre réunion avec la police nationale, puisque nous souhaitons qu'elle soit plus présente sur l'ensemble des Hauts-de-Rouen. Et à l'issue de ces réunions et des dispositifs tels qu'ils auront été mis en place, eh bien, nous souhaitons mettre en place aussi une réunion publique pour parler de cette tranquillité estivale sur l'ensemble notamment de la commune, mais plus particulièrement du plateau des provinces. Ça, c'est de la partie un peu plus, je dirais, surveillance du territoire en tant que tel, avec les polices nationales et municipales, et puis les dispositifs qu'on a mis en place, et puis donc les médiateurs. Et enfin, nous souhaitons aussi, évidemment, dans le cadre de la prévention de la délinquance, ou de la prévention en tout cas, ou de l'occupation de la jeunesse sur cet été, eh bien, nous espérons qu'il y aura un peu plus d'enfants au CLSH qu'il n'y en a eu ces derniers temps, puisqu'avec la crise, on a vu beaucoup d'enfants ne pas revenir vers le centre de loisirs. Nous avons décidé également d'occuper avec les centres de loisirs les city-stades aussi, qu'ils ne soient pas simplement laissés comme cela aux jeunes, mais qu'il puisse y avoir une forme d'encadrement aussi sur les city-stades. Nous avons mis en place aussi pour la première fois cet été pour 27 jeunes qui ne devaient pas partir de Biorel, de partir en vacances, eh bien, la colonie, donc ça c'est Xavier Auguel qui a initié cette colonie, donc avec, je dirais, la possibilité pour des jeunes de pouvoir partir et de pouvoir raconter leurs vacances ensuite, donc la mise en place de cette colonie. Et puis enfin, il y a eu une réunion également avec les élus de Rouen, puisque eux, évidemment, ont la partie Hauts-de-Rouen, Grand Mars, Sapin, pour essayer en tout cas d'agir avec eux dans le domaine de la prévention de la délinquance et des actions jeunesse qui sont mises en place également sur ce secteur. Nous avons d'ailleurs le regret, lorsque nous parlons de police municipale, de ne pas voir la police municipale de Rouen monter sur les Hauts-de-Rouen. C'est un peu dommage parce que, évidemment, quand il y a quelques délinquants ou quelques jeunes un peu agités, eh bien, ils ont vite fait, connaissant la frontière des deux communes, de passer de l'autre côté et puis, eh bien, évidemment, de faire des gestes pas forcément très sympathiques à notre police municipale. Donc, évidemment, on préférerait que la police municipale de Rouen puisse aussi monter sur les Hauts-de-Rouen. Voilà, donc cette délibération, je vous ai rappelé un peu le dispositif global, mais en fait, dans ce dispositif global, eh bien, il y a cette volonté, donc, également aussi de fermeture nocturne d'un certain nombre d'équipements, et pour pouvoir le faire, il nous faut aussi ces médiateurs qu'ils puissent être présents. J'ajoute que nous en avions un l'année dernière, qui était déjà sur le site, mais une seule personne, parfois jusqu'à tard le soir, ça nous a semblé les mettre peut-être parfois un peu en insécurité. Donc d'avoir 2 médiateurs, ça permet quand même à 2 de pouvoir se sentir plus en sécurité, même s'ils sont accompagnés l'été, plus tardivement par la police municipale, qui va faire des horaires plus tardifs aussi sur l'ensemble de la période estivale. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui, Jean-Baptiste Boulan. Merci, monsieur le maire. Donc, tout d'abord, nous ne pouvons que partager cette vision globalisante de la prévention de la tranquillité publique, avec bien sûr des moyens humains qui sont mis en place directement sur le terrain, et non pas uniquement de la vidéoprotection ou des moyens répressifs vus à travers la police municipale.
En revanche, ce que nous souhaiterions tout d'abord, c'est un peu plus de précision sur le travail du médiateur l'année dernière, une évaluation en quelque sorte. Toute politique publique mérite une évaluation, avoir un retour, si c'était possible, un peu plus précis. Et au niveau de ces deux médiateurs, notre inquiétude, c'est la création du lien social. Donc les contrats de saisonniers, comme leur nom l'indique, sont très restreints. Dans la délibération, je crois que c'est 3 mois, reconductible 1 mois. Comment, sur une aussi courte période, créer le lien de confiance avec les jeunes ou les personnes plus âgées qui fréquentent les espaces publics? Comment être connu des habitants? Comment aussi effectivement nouer un lien, par exemple, avec les bailleurs sociaux, les gardiens? Il nous semble qu'en 3 ou 4 mois, c'est un travail qui peut sembler un peu compliqué. Et on s'interrogeait sur la possibilité, sous couvert de l'évaluation demandée, de pouvoir étendre ou toute l'année ou une plus grande partie de l'année ce type de contrat, afin effectivement de créer ce lien social et le maintenir de manière plus efficace toute l'année. Donc on est à la limite de la politique de la ville. Il y a des appels à projets qui sont publiés régulièrement, notamment en ce moment. Les demandes de subventions, ça a beaucoup évolué. Maintenant, on ne dépose plus un dossier. Maintenant, il faut répondre à des appels à projets qui peuvent financer justement ce type de contrat. Donc voilà, ce qui permettrait de financer l'extension de ces contrats toute l'année. Je vais vous répondre, et Xavier Auguel vous dira aussi quelques mots, puisqu'il a plus particulièrement eu le contact l'année dernière avec le médiateur. D'abord vous dire que ce médiateur nous a effectivement, au fil de l'eau, remis un rapport tous les jours, quotidien. Donc ça nous permettait ainsi de savoir quelle était son efficacité aussi, et puis quels étaient les retours. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que très vite, quand les médiateurs, quand c'est leur métier, le contact se fait très vite, et les habitants étaient très contents de le voir arriver sur la période estivale, et donc aller vers lui spontanément. Donc très vite, le contact s'était fait, en tout cas l'année dernière. Le point aussi que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas non plus sur des territoires extrêmement difficiles tout au long de l'année. Là, on parle sur une période estivale où on sait que les enfants ne sont plus à l'école, qu'ils ne sont pas forcément partis vers d'autres destinations, et qu'ils posent peut-être un peu de problème de tranquillité en tant que tel. Mais c'est sur une période relativement courte, c'est-à-dire qu'on n'est pas là sur des quartiers difficiles tout au long de l'année. Sur l'hiver, on ne peut pas dire qu'il y a de réelles difficultés sur le plateau des provinces. Donc c'est ce qui justifie aussi qu'on l'ait fait sur une courte période. Mais s'il devait y avoir peut-être plus de... une nécessité à les avoir plus longtemps, on pourrait le faire, on a cette souplesse-là. Alors vous parlez, vous avez raison, des financements de la politique de la ville. J'étais en train pour pouvoir vous répondre, préparer cette objection en disant mais nous ne sommes pas véritablement dans la politique de la ville. On a 3 immeubles qui y sont, mais pas les dispositifs en tant que tels. Donc on ne peut pas prétendre à obtenir l'ensemble des financements qui permettraient de financer, par exemple, tout ou partie de ces médiateurs. Donc les médiateurs, là, ça fait partie de l'effort budgétaire de la commune. Ils ne sont pas en partie financés par la politique de la ville, parce que nous ne sommes pas directement impactés, sauf une petite partie donc, de notre territoire. Donc il ne justifie pas qu'on puisse répondre à des appels à projets comme certaines communes qui ont des quartiers entiers qui sont concernés. Là, je voulais répondre, et puis Xavier Auguel va peut-être vous répondre d'une manière plus pragmatique. Oui. Eh bien déjà, on va commencer. Pourquoi 2 médiateurs? Donc, comme l'a dit Pascal, on avait le sentiment que nos médiateurs étaient un peu mis parfois en difficulté, mais c'est aussi pour occuper la totalité de la semaine, puisqu'il avait un peu des horaires de semaine, du lundi au vendredi. Donc le fait d'en avoir 2, c'est aussi pour occuper le samedi-dimanche, parce qu'on a vite vu que les jeunes avaient compris qu'il y avait... pas grand monde le week-end. Donc déjà, c'est aussi une argumentation pourquoi on prend 2 médiateurs. Maintenant,
Créer du lien avec les habitants, et, vous avez raison. On a le recrutement qui sera fait mardi, donc on a des candidatures. On a des profils qui peuvent être intéressants dans le sens où je pense qu'il y en a un ou deux qui sont connus de tous, dans le sens qui n'habitent pas forcément la commune, mais qui sont connus de nos adolescents déjà, parce que c'est la priorité, connus aussi des grands frères ou des parents. Donc c'est important aussi qu'on ait un peu ce genre de profil qui puisse convenir tout à fait en tant que médiateur. J'ai envie de dire aussi, Pascal l'a dit, on a pris la décision aussi d'occuper les cities avec nos centres de loisirs. Alors pourquoi ? C'est tout simplement pour essayer d'occuper le plus longtemps possible les city-stades avec de l'encadrement. Donc nos enfants du centre de loisirs occuperont le city-stade jusqu'à 17h. Et à partir de 17h, approximativement, c'est l'horaire que commencera le médiateur, quand le City sera ouvert au public. Alors il y a aussi autre chose qui est important, et ça ne repose pas que sur nous. On a parlé rapidement tout à l'heure de la ville de Rouen, et j'ai envie d'y revenir parce que en un an, on a fait quand même beaucoup de choses. On a été élu que le 27 mai 2020, donc si on refait l'historique, le 28, on a recruté, le 1er juin, on a pris un animateur, au mi-juin, on a mis la vidéo, on a fait quand même pas mal de choses. Et j'ai attendu fin juin que la ville de Rouen puisse être élue à la ville, parce qu'il y a un deuxième tour et ça a pris un peu plus de temps. Donc je me suis rapproché d'eux dès le lundi. Ils m'ont demandé d'attendre un petit peu le mois de septembre pour essayer de comprendre un peu les dossiers, parce qu'il y avait pas mal de nouveaux visages à la municipalité de Rouen. J'ai pas eu de nouvelles jusqu'au mois de novembre, il faut quand même le savoir. Au mois de novembre, j'ai fait une relance, j'ai eu une réponse. J'ai eu quelques possibilités de rendez-vous, mais qui ne les convenaient pas spécialement. Et on a pu les voir qu'il y a 15 jours. Donc il faut quand même le savoir, c'est que je pense que la problématique de notre quartier, c'est aussi de savoir qu'est-ce que vous faites pour vos enfants. Parce que par rapport à tout ce qu'on a pu vous citer, vous voyez qu'on essaie de faire quand même pas mal de choses pour notre population. Alors même si c'est un lieu public et on est prêt à accueillir les enfants des Hauts-de-Rouen, c'est pas le souci. Mais qu'est-ce que vous faites dans votre politique pour occuper vos jeunes ? Et on attend toujours cette réponse à ce jour. Donc je pense que la problématique va se régler aussi en étant allié avec la ville de Rouen. Et pour cela, on attend de savoir un peu quelles sont les choses qu'ils ont envie de mettre en place. Donc voilà. Merci. Oui, Baptiste Boulan, oui. Monsieur le maire, vous en avez parlé dans votre présentation. Dans la réponse, vous n'en avez pas reparlé forcément, mais effectivement, il y a aussi le rôle des médiateurs, prévention de la tranquillité, mais aussi des médiateurs qui peuvent, comme leur nom l'indique, faire le média, faire le lien avec notamment peut-être des structures, des associations, le CCS qui rebasculera aussi, puisqu'il n'y a pas que des jeunes, il peut aussi y avoir des personnes souffrant par exemple d'addiction dans les jardins publics, malheureusement il y en a certains, des jeunes qui peuvent faire le lien vers le CCS, qui fera le lien vers un CMS ou vers des structures sociales accompagnantes. Donc là aussi, des médiateurs à l'année formés, et je dirais qui prennent de cette expérience, non pas en 4 mois, mais en 12 mois, en 24 mois. Sur ce point-là, particulièrement, ça peut être extrêmement bénéfique. On fera d'ailleurs l'évaluation aussi à la fin de l'été et effectivement, si on ressent qu'il y a un réel besoin de pérenniser ce type de poste, je ne dis pas qu'on ne le fera pas. Donc, vous l'avez dit vous-même, hein, on évaluera pour voir effectivement l'efficacité de ce type de poste. Oui, Xavier Auguel. Vous avez raison, M. Boulan. Je vais rencontrer la semaine prochaine le centre Pernay, puisqu'il y a une personne là-bas qui est porteur justement de l'accompagnement de nos ados. Ça va dans le sens dans votre sens. Et voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, comment on peut les accompagner en dehors de faire de la surveillance et qu'on puisse les aider dans leurs difficultés du quotidien. Donc je rencontre le centre Pernay qui a un projet pour les adolescents du quartier des Hauts-de-Rouen, mais aussi pour nos habitants. Donc ça va se mettre en place rapidement. Voilà, j'étais aussi avec une structure qui s'appelle le CRIGE ce matin, avec le directeur du CRIGE, et qui me parlait du BIGE, donc du Bureau d'information jeunesse
qui est sur les Hauts de Rouen et qui va aussi avoir des actions estivales également à l'adresse des jeunes et des ados. Donc il y a des structures qui existent, qui se mettent en place, et il serait bien effectivement qu'on puisse coordonner un peu tout ça et puis savoir ce qui se passe sur l'autre partie du territoire, hein, qu'on ne travaille pas seul dans notre coin, puisque effectivement on voit bien qu'il y a des mouvements de personnes donc d'une commune à l'autre. Voilà, je vais mettre aux voix donc cette délibération pour recruter donc des emplois saisonniers, donc de 2 médiateurs, donc qui est contre ces recrutements, qui s'abstient. Donc à l'unanimité, nous acceptons ce recrutement. Nous passons ensuite au point numéro 3 qui porte cette fois-ci sur le recrutement des emplois saisonniers pour le CLSH, le centre de loisirs. Alors je vous l'ai dit, je crois, tout à l'heure également, il y a des jeunes qui ne partent pas particulièrement en vacances. Autrefois, on avait ce qu'on appelait nos colonies de vacances. Certains, d'ailleurs, autour de la table, sont partis au Chambon à l'époque ou à Criel-sur-Mer. C'est là-bas qu'on envoyait nos jeunes. On s'était arrêté notamment parce qu'il y avait un moindre intérêt aussi à un moment, peut-être aussi une volonté de faire autre chose. Et puis aujourd'hui, nous sentons qu'il y a à nouveau ce besoin, notamment aussi avec la crise sanitaire qui fait que beaucoup de jeunes n'ont pas bougé de leur commune pendant de nombreux mois. Et donc, il nous a semblé important de leur permettre, effectivement, en tout cas à 27 d'entre eux, de pouvoir partir. Donc, ces familles ont été alors soit choisies en fonction de leur quotient familial, bien sûr, mais aussi certaines en fonction de la situation même de la famille. Donc, il y a eu un travail en amont qui a été fait pour permettre donc à des ados de pouvoir partir sur cette période du 9 juillet au 24 juillet. Donc cette délibération, elle vous propose de recruter des emplois saisonniers d'animateurs sur cette période pour encadrer cette colonie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas particulièrement, donc je vais mettre aux voix. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Alors, toujours dans les recrutements, on reste dans les ressources humaines. Alors, le directeur général des services, qui est au bout de la table, a fait droit à ses droits à la retraite, au 1er septembre prochain. Donc, il est nécessaire de lancer une procédure de recrutement afin de pouvoir pourvoir cet emploi à partir du 1er juillet 2021. Alors, l'offre d'emploi prévoit le recrutement d'un agent appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux, c'est-à-dire l'attaché territorial ou soit sur le grade d'attaché principal. Enfin, bon, voilà, ça t'embouille un peu de la fonction publique territoriale. Alors, je vous propose donc de créer un poste d'attaché et un poste d'attaché principal. L'un des deux postes sera pourvu en fonction du grade du candidat qui sera retenu à l'issue de la procédure de recrutement qui se fait à l'heure actuelle, notamment avec le partenariat, enfin en tout cas l'accompagnement du centre de gestion. Également qui nous aide à sélectionner par rapport aux candidatures qui nous sont arrivées. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On aura l'occasion de remercier Monsieur le maire un peu plus tard. Il a encore du travail. Donc je vais mettre aux voix qui est contre ce recrutement, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante porte aussi sur les ressources humaines et vous avez en fait les modifications du tableau des effectifs. Donc vous le savez, en fonction des avancements de grade ou des différents recrutements, des promotions, des départs en retraite ou des mutations, il nous faut tout simplement ajuster ce que j'ai l'habitude d'appeler, pour bien comprendre les choses, les chaises par rapport au bonhomme qu'il y a dessus. Voilà, donc entre les femmes ou les hommes qui sont assis sur les chaises. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez eu normalement la note? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Allez-y, Audrey Eragne. Merci. Tout simplement. Oui, nous avions une question concernant cette élévation des chaises, puisque il s'agit avant tout de promotion et nous voulions savoir si la répercussion avait été prise en compte et prévue dans le budget, puisqu'on n'en a pas trouvé trace du tout depuis le mois de mars. Merci.
c'est une bonne question, mais c'est vrai que quand on élabore le budget primitif, on intègre par anticipation l'ensemble de ces promotions notamment. Ce qu'on ne peut pas anticiper plus particulièrement, c'est les mutations, par exemple. Mais les départs en retraite, les avancements de grade ou autres sont évalués, en tout cas au moment de l'élaboration, dans la ligne budgétaire, je dirais, de la masse salariale. Donc, d'ailleurs, vous avez vu que la masse salariale, cette année, est proposée avec une augmentation un peu plus importante, justement pour tenir compte de cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Pas particulièrement, donc je vais mettre aux voix. Je crois que oui, on fait voter aussi. Donc, qui est contre cette modification du tableau des effectifs? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. On va passer cette fois-ci aux finances et je cède à nouveau la parole pour des subventions à Olivier Marical. Oui, merci. Alors, il s'agit d'une attribution d'une subvention complémentaire à l'association Les Aînés du Billero Club. Alors, l'association Les Aînés du Billero Club a bénéficié d'un premier versement de subvention de fonctionnement de 260 € lors du vote du budget primitif. L'association a sollicité une subvention complémentaire à hauteur de 3 000 € puisqu'elle reprend une partie des activités du comité d'entreprise. Du comité d'entraide, pardon. Alors, et ceci, alors, vous devez supprimer à compter du 8 décembre 2021, puisque première chose, il y avait déjà, c'était 8 décembre 2020, et il s'agissait simplement de l'accord du Billero Club pour reprendre l'activité du comité d'entraide, et en particulier l'activité senior. Pour l'instant, cette activité n'a pas été encore reprise officiellement, puisque pour ça, il faut faire une assemblée générale. Et actuellement, dans les conditions du Covid-19, il est hors de question de faire cette assemblée générale. Alors, elle va avoir lieu prochainement et l'activité senior devrait être transférée officiellement, disons, au mois de juillet, août ou septembre. L'assemblée générale devant se tenir normalement en juin. Voilà. Alors, je rappelle qu'on donne 3 000 €. C'est après un contrôle comptable que l'on a effectué auprès du comité d'entraide, et il s'est avéré que l'activité senior avait un coût de 3 000 € que nous redonnons évidemment tout de suite aux aînés du Billero Club. Avez-vous des questions ou des observations? Bonneau aussi, vous rappelez un peu l'histoire. Le comité d'entraide a été créé après la guerre. C'est une association donc de solidarité en fait, qui était d'ailleurs très liée avec la ville puisque c'était un peu la préhistoire du CCAS. D'ailleurs, Jean Fréré y siégeait déjà en 1945. Vous voyez, il était conseiller municipal jusqu'en 2001 et donc il avait intégré le comité d'entraide. Donc le comité d'entraide est venu voir Françoise Lacaille notamment pour demander en fait que la partie animation des anciens puisse leur être retirée, puisqu'ils voulaient se recentrer en fait sur l'entraide ou sur la solidarité, on dit plutôt maintenant, c'est-à-dire c'est eux notamment qui gèrent toute la partie banque alimentaire, l'aide aux familles défavorisées, notamment aussi s'occupent des cadeaux de Noël pour les familles en difficulté et autres. Donc ils préféraient se repositionner sur leur cœur d'activité qu'est la solidarité et ne plus s'occuper de l'animation et des actions qu'ils pouvaient mener auprès des anciens. Nous avons à côté une autre association qui s'appelle les Billero, donc présidée et dont la fondatrice a été Danielle Guillouet, vers qui on s'est tourné pour lui demander justement, puisque c'est une association qui gère des activités adressées aux anciens, eh bien s'il pouvait reprendre l'ensemble de ces activités du comité d'entraide là, liées à l'animation simplement des anciens, de pouvoir le repositionner, le transférer vers les Billero. Et donc les deux associations se sont mises d'accord pour que les choses se fassent ainsi.
Et donc, voilà, c'est aussi les incidences donc, sur notre budget, permettre aux uns et aux autres, autant à la solidarité de pouvoir conserver son budget d'une certaine manière, et puis d'augmenter le budget des Bioraux, des actions qui sont mises en place par les anciens. Petite parenthèse, on espère aussi que les anciens vont pouvoir à nouveau reprendre leurs activités, puisque jusqu'alors, avec la crise sanitaire, eh bien, tout était aussi arrêté. Donc on veut aussi tenter de redynamiser en fait, les actions qui étaient faites directement avec les anciens. Annick Bonneau, oui, vous voulez prendre la parole. Oui, enfin, je voulais simplement remercier aussi le fait que l'on n'ait pas fait un transfert d'une association vers l'autre, mais qu'on ait maintenu le budget du comité d'entraide, parce qu'effectivement, on va se retrouver dans le début d'hiver ou été, certainement avec de grosses difficultés. Donc, c'est une bonne chose que ce soit abondé en plus et en dehors de ce budget du comité d'entraide. Je pense qu'il va falloir faire aussi un appel aux bénévoles pour le comité d'entraide parce que le nombre de personnes diminue dans cette association-là. Diminue et vieillit. Ben oui, j'allais pas le dire, mais bon. Ben, je l'ai dit, moi. Oui. Et, ils font quand même un travail remarquable. Enfin, le travail de la Banque alimentaire, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Le climat et l'atmosphère qui y règne est à féliciter. Et d'ailleurs, pendant cette période, justement, lors du premier confinement, certains étaient à risque, population à risque, et ce sont des jeunes qui sont venus les remplacer à la Banque alimentaire. Donc c'était aussi là la solidarité intergénérationnelle. Et puis d'autres, enfin, oui, on portait à domicile également. Donc Annick Bonneau a tout à fait raison de dire qu'il faut encourager évidemment des bénévoles à rejoindre cette association très importante sur la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Pas particulièrement, donc je vais mettre aux voix pour cette subvention, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Olivier Marical, à nouveau pour une subvention. Alors, il s'agit de reversement du plan d'aide débloqué par la métropole Rouen-Normandie à destination de 5 associations biorélaises. Il s'agit de Faire, l'école de musique BBI, CCL, GCOB Foot et GCOB Omnisport. Alors, étant donné la crise sanitaire liée à la Covid-19, la métropole Rouen-Normandie a débloqué des fonds pour un plan d'aide aux associations du territoire métropolitain. À ce titre, cette dernière a versé à la ville de Biorel un total de 13 498,14 €, dont les versements sont intervenus sur les exercices 2020 et 2021. Alors, la contrepartie, c'est le reversement intégral de cette subvention à une ou plusieurs associations de la commune. Alors, la ville de Biorel a souhaité privilégier en priorité les 2 associations qui nous ont fait parvenir une demande d'aide, à savoir, il s'agissait de l'association d'insertion Faire et l'école de musique intercommunale BBI. Ensuite, le solde de ces 2 restants, les 2 subventions attribuées ont été réparties aux associations que j'ai nommées précédemment. Le critère de choix retenu pour répartir ce solde de la subvention métropolitaine est le nombre d'adhérents sur 2019, puisque nous avons repris les rapports de gestion que nous avions de 2019 de ces associations avec leur nombre d'adhérents, puisque c'est les seuls chiffres certifiés par expert comptable ou commissaire aux comptes que nous ayons. Voilà, le tableau détaillé des versements effectués vous a été transmis dans la note de synthèse. Je voudrais aussi vous préciser que l'association Faire, qui nous a monté un dossier, et ont eu un arrêt total de l'activité avec un chômage partiel à 84%, puisque c'est une zone d'activité économique, et que BBI, eux, il y a eu une continuité de l'activité avec enseignement par visio. Voilà. Je voulais vous le signaler. Voilà. Donc, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Avez-vous des questions ou des observations? Voilà, avant de laisser peut-être Audrey Ragne prendre la parole, d'abord vous dire que c'était important évidemment de trouver la manière de répartir les moyens budgétaires que la métropole a donnés aux communes, pareil, par une répartition. Donc il fallait qu'on ait cette concertation avec les associations pour répartir cette subvention. De dire aussi que nous continuons évidemment à être ouverts
aux associations qui recenseraient éventuellement des déficits liés au Covid. Pour l'instant, nous attendons encore quelques retours, donc nous n'agirons qu'à partir du moment où nous aurons les éléments. De dire aussi par rapport à la crise sanitaire que nous avons donc augmenté la subvention du CCAS, hein, c'est quand même important de le préciser, que lors de cette sortie aussi de crise, eh bien, nous faisons une ouverture la plus rapide possible des installations aux associations culturelles et sportives. Alors Jean-Marc Chevalier est très attentif, ainsi qu'à Nathalie Aucordier, à faire en sorte que les associations puissent reprendre le plus rapidement possible. Et puis Marie Chaillet est en train de préparer également la journée des associations en septembre, également, où on va essayer de participer et de faire en sorte que, d'abord, premièrement, les bénévoles puissent revenir dans leurs associations, puisque certains peuvent avoir eu envie d'arrêter. Et puis, deuxièmement, d'encourager l'ensemble des adhérents à revenir, participer à l'ensemble de la vie de la cité, hein, des associations, puisque je rappelle que notre commune a beaucoup organisé l'ensemble de son animation d'une manière associative, avec les associations. Donc il est important que nos habitants puissent retourner vers ces associations. Auderragne, oui. Oui, nous avons été surpris de constater qu'il n'y avait que 2 associations qui avaient déposé un dossier de demande de subvention. Vous dites, vous avez déjà partiellement répondu à la question, puisque vous dites que vous êtes resté à l'écoute de leurs demandes. Donc on imagine que ce sont des associations qui ont des salariés. Et est-ce que la commune a une politique incitative justement auprès de ces associations pour leur permettre de savoir qu'il existe des subventions, qu'elles peuvent déposer des dossiers de demande? Donc dans quel sens va cette politique incitative? Pour l'ensemble des associations qui avaient en leur sein des salariés, nous avions organisé une visioconférence pour justement leur dire que nous étions ouverts parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas se voir. Donc, on l'avait fait sous forme de visioconférence et l'ensemble de ces associations étaient présentes. Et on leur avait donné un peu la procédure. D'abord, on voulait savoir effectivement s'ils avaient de réelles difficultés financières pour leur montrer que nous étions là dès le départ. Ça n'a pas été le cas particulièrement, hein, puisqu'ils n'ont pas de charges fixes liées à l'exploitation des bâtiments ou autres, hein, puisque ça c'est nous. La plupart avaient mis leurs salariés soit en chômage partiel, ou soit continuer à faire des cours à distance, donc pouvaient ainsi continuer notamment à rémunérer leurs professeurs, c'est le cas de BBI notamment. Puisque au mois de septembre, la plupart des adhérents sont revenus quand même vers l'associatif, avaient payé leurs cotisations également. Donc les recettes n'avaient pas chuté d'une manière significative pour la plupart d'entre elles. Peut-être la plus grosse difficulté va arriver maintenant, parce que les adhérents qui vont revenir vers leurs associations pour payer leurs cotisations en septembre vont peut-être dire « mais écoutez, vous nous redemandez la même somme que l'année dernière, mais l'année dernière, on a peut-être fait 20 à 30% de l'activité ». Donc voilà, donc beaucoup se questionnent à l'heure actuelle sur le montant de leurs cotisations. Bon, mais ça, c'est pour la saison à venir. Voilà. La procédure qu'on leur avait proposée, c'est de dire faites-nous, on ne va pas vous demander de nous faire des dossiers de demande de subvention très importants. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quel est votre déficit lié à la crise sanitaire. Voilà. Donc certains ne l'ont pas encore tout à fait évalué. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être ils ne sont pas encore revenus vers nous, mais ils le savent bien. On sera présent en cas de nécessité, en tout cas. Jean-Marc Chevalier, oui. Juste ajouter un petit mot, hein, si je me permets. Concernant le club omnisport de Birel, donc le GCOB, le président a fait une démarche auprès de l'ANS, l'Agence nationale du sport, pour voir de quelle manière on pouvait éventuellement trouver des pistes de financement. Donc c'est un dossier compliqué, parce qu'en fait, on lui demande plus de papier que de... Je vois que M. Boulon me regarde. On lui demande plus de papier que de solutions. Voilà, bon, ça c'est déjà un premier sujet. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on va avoir, sur le plan sportif, hein, je parle dans le domaine de ma compétence,
on a une grosse complication, c'est que en fait, les ligues, les fédérations et les comités sont en attente de financement par rapport au club. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas de savoir quelles sont les pertes potentielles financières dont monsieur le maire vient de parler d'ailleurs. Mais en fait, on leur dit, vous avez payé la même chose, voire plus que l'année d'avant, alors que vous avez perdu des recettes. Donc c'est un vrai sujet pour les clubs qui eux-mêmes, dans le même temps, ont perdu plein d'adhérents. Pour le club omnisport de Birel, on est à peu près à 50% de moins en effectif par rapport à l'année précédente. Ça veut dire qu'on passe, je fais un, entre guillemets, intergroupé, hein. On passe de 2200 à 1100 adhérents. Vous voyez, c'est vraiment compliqué, quoi, je veux dire. Donc, évidemment, les adhérents, les dirigeants, évidemment, s'interrogent, alors que dans le même temps, on leur dit il va falloir continuer à payer ce que vous payez l'année d'avant. Je pense que vous m'avez entendu et compris. Voilà, c'était une précision importante, je pense, à vous apporter. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Olivier Marical. Je vais vous informer aussi également que j'ai reçu depuis la délibération, j'ai reçu cette semaine 2 demandes. Il y a le CCL qui m'a envoyé sa demande que j'ai reçue. Et là, aujourd'hui même, j'ai reçu la demande du Centre Pernay. Donc, je ne les ai pas encore regardés. Mais... Voilà, donc je pense que ça fera l'objet à rentrer. Voilà, donc ça fera l'objet de d'autres délibérations qui vous seront présentées le moment venu avec l'ensemble des éléments nous permettant ainsi de pouvoir les accompagner, les aider suite à la crise. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, je vais donc mettre aux voix. Donc il s'agit ici d'attribuer les subventions aux associations donc citées. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous décidons ainsi de répartir les subventions de la métropole. Je vous propose de passer maintenant, donc, dans le cadre du budget, aux décisions modificatives. Vous savez que c'est permis entre 2 budgets de pouvoir les modifier. Donc quelques décisions vous sont proposées ce soir et c'est Olivier Marical qui vous les présente. Oui, merci Monsieur le maire. Alors il s'agit du budget principal de la ville de Billorel, c'est la décision modificative numéro 1. Le budget primitif a été adopté le 4 mars 2021. Ce document budgétaire peut être modifié en cours d'année afin d'ajuster les crédits en fonction des informations supplémentaires pour ajuster les dépenses et les recettes au vu des demandes des services et des différentes modifications qui nous parviennent postérieurement. Alors, en ce qui concerne la section de fonctionnement, il y a lieu de tenir compte des différentes notifications de recettes, et notamment fiscales, et des dotations reçues après le vote du budget primitif, ainsi que de la constatation de recettes exceptionnelles, remboursement de sinistres, subventions de plans d'aide aux associations et subventions exceptionnelles de la CAF pour les structures petite enfance. Dans le même temps, il convient d'adopter les crédits budgétaires en dépenses de fonctionnement en fonction des demandes des services. Il s'agit principalement des ajustements concernant le reversement des subventions dans le cadre du plan d'aide de la métropole, on a vu précédemment, l'entretien des bâtiments suite à des sinistres, églises, changement des translucides du gymnase Coubertin ou la réfection du local Faire suite à l'incendie à l'espace Corneille, la sécurité du service informatique, la continuité du sport en extérieur, on l'a dit précédemment, principalement les terrains de hand et de basketball, traçage sur les parkings des équipements sportifs afin de permettre de maintenir une activité sportive pendant la crise du Covid-19. Il s'agit également de l'acquisition de denrées et matériels dans le cadre du plan communal de sauvegarde, le PCS, et l'ajustement de la subvention de fonctionnement à l'association Billorel vu précédemment. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, tous les chiffres. Je vais simplement essayer de vous les condenser. Au niveau du fonctionnement, les dépenses, les ajustements représentent 11 767 €. Le plan de sauvegarde communal, c'est 1 815 €. L'entretien des bâtiments suite à sinistre ou autre, c'est 68 322 €. Le personnel, on l'a vu tout à l'heure avec les médiateurs, c'est 10 500 €. Les subventions, c'est 12 471 €. Et les dépenses imprévues pour s'ajuster
avec les recettes, on a rajouté 79 782. Au niveau des recettes en fonctionnement, pour les impôts locaux, nous avons touché 171 099 € de plus que de prévu dans le budget. Les dotations de l'État, par exemple, nous avions budgété la même somme que l'an dernier. On doit constater, hélas, une baisse de 23 285 €. Et les produits exceptionnels, principalement l'assurance, les remboursements d'assurance, pour 36 843. Alors, au niveau des investissements, aucune recette complémentaire n'a été constatée. En revanche, les services municipaux ont des besoins supplémentaires à prendre en compte sur cette décision modificative. Il s'agit principalement de l'acquisition de logiciels pour le service informatique, licence, antivirus et firewall, du diagnostic accessibilité des bâtiments publics, de l'achat des buts de handball, du remplacement des translucides des tennis couverts, de l'actualisation des prix des jeux des parcs de l'Argilière et du versement de la subvention d'équipement à l'association Faire. Les modifications réalisées ont pour effet un maintien des dépenses d'investissement au niveau du budget primitif, puisqu'il s'agit uniquement d'un ajustement des dépenses par un financement provenant d'une diminution de 60 000 € d'une ligne après réaffectation des dépenses sur d'autres opérations. Alors là aussi, je vais vous le faire en global. L'investissement au niveau des dépenses, on a rajouté au niveau logiciel 7 715 €. L'actualisation des prix, ça a coûté 10 535 €. Les subventions, 4 027, c'est pour faire. Les dépenses imprévues, on a rajouté 17 790 pour s'ajuster au niveau de la balance comptable. Et les diagnostics accessibilité, c'est 12 100 €. Donc, la diminution de 60 000 € au niveau de l'association Faire. Alors, dans le BP primitif du 4 mars, il y avait une somme de 110 000 € pour la climatisation de l'espace Corneille. C'était le montant de la maîtrise d'ouvrage. C'était l'intégralité de la dépense qui a été budgétée par prudence. Il a été décidé que Billorel financerait à hauteur de 50%, avec un maximum de 50 000 € l'investissement. Alors, un conseil d'administration de Faire décidera prochainement de la faisabilité de l'investissement. De mémoire, le solde des assurantes suite à l'incendie, si vous avez fait le calcul au niveau des recettes et des dépenses assurances, vous verrez que le solde est positif de 3 076, ce qui représente le montant de la climatisation tel qu'il existait avant l'incendie. Pour vous donner une idée de l'écart entre les 110 000 de prévus au budget et les 3 000, c'est l'écart de climatisation pour Faire qui concerne uniquement Faire. Donc voilà, c'est pour l'ADM numéro 1. Donc avez-vous des questions ou des observations? Merci, je dirais qu'il est évidemment nécessaire de continuer à maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Donc on le démontre encore à ce moment-là, parce que si nous voulons nous dégager une capacité d'autofinancement la plus importante possible pour investir, il faut maintenir nos dépenses, et donc nous le prouvons encore ce soir par ce biais. On voit aussi la constance, évidemment, des dotations de la métropole. On le savait dans le budget primitif. On sait aussi que les dotations de l'État n'augmentent pas. Elles ont plutôt tendance même à baisser. Mais on voit bien aussi l'accroissement de l'assiette fiscale. Je précise quand même que cet accroissement de l'assiette fiscale se fait à taux identiques, puisque les taux d'imposition n'ont pas augmenté cette année. Alors, nous aurons une problématique quand même en termes de communication d'ici la fin de l'année à faire auprès de nos habitants. C'est que vous savez qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, l'État a décidé de reverser, je dirais, la part de la taxe d'habitation des départements vers les communes. Alors, nous sommes une commune qui est au-dessus, disons et donc il va falloir reverser la différence donc à l'État. Mais surtout, sur la taxe foncière, nous ne verrons plus apparaître la colonne département, mais cette colonne aura basculé sur la commune.
donnant peut-être l'impression que le taux d'imposition de la commune a doublé finalement. Mais non, ça sera bien la somme du taux de la commune plus le taux du département qui apparaîtra sur la feuille. Mais normalement, si tout se passe bien, en bas de la feuille, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt sur la commune de Biorel cette année. Et normalement, l'État nous dit qu'il compensera à l'euro près la suppression de la taxe d'habitation. Alors on verra, on nous explique qu'il y aura quand même un coefficient correcteur, c'est comme ça qu'on l'appelle, ouais, le COCO, voilà, qui fera que peut-être nous pourrions perdre un petit peu dans cette histoire, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faudra bien communiquer auprès de nos habitants d'ici de la fin de l'année. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport aux quelques décisions modificatives ? Annick Bonneau, oui. Relativement peu de remarques, de toute façon, puisque on peut remercier Marion de nous avoir fait une note particulièrement détaillée sur les décisions et sur les changements d'affectation de sommes. Juste pour le plaisir quand même, une petite remarque, le montant des dotations, enfin le montant des recettes fiscales, c'est tout de même 150 000 € pratiquement de plus au titre de l'année. Effectivement, certainement à cause de l'assiette fiscale qui augmente, mais la dotation forfaitaire, la baisse de la dotation forfaitaire est largement compensée. Des petites choses aussi qui m'ont un petit peu intéressée. Dans les investissements, vous avez parlé d'acquisition de logiciels. Beaucoup de logiciels au niveau de la sécurité des services, effectivement, c'est certainement pour pallier les attaques virales qui sont de façon systématique en ce moment sur l'ensemble des ordinateurs. On avait, vous aviez prévu aussi des dépenses de logiciels sur la communication. Qu'en est-il? Où est-ce qu'on en est des investissements au niveau de la communication? Et puis, petite chose, j'ai vu effectivement qu'il y avait une augmentation au niveau du service culture, que l'on va avoir un graffeur qui va nous faire une belle image pour un montant de 1 500 €, ce qui est quand même un petit peu plus correct que les 200 € que vous aviez budgété au début. C'était 100, même, voilà. Donc là, c'est tout à fait normal vis-à-vis d'un groupe qui a énormément souffert au niveau du Covid. J'en profite aussi au niveau du service communication et puis au niveau du site internet de la commune. On n'a pas retrouvé ce que l'on avait demandé l'année dernière, mais ça c'est certainement un oubli, d'avoir dans la case conseil municipal un tableau des commissions avec les élus qui participent au tableau des commissions. On a dans le listing que la tête des conseillers municipaux. Bien, c'est un oubli, effectivement. Voilà. C'est renoté. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Monsieur Boulan, oui. Oui, donc nous remarquons effectivement, comme l'a dit Madame Bonneau, que les impôts locaux, avec l'effet d'augmentation de l'effet richesse et base, nous permettent des recettes supplémentaires de 170 000 €. Nous remarquons également que ces recettes supplémentaires, on n'a pas eu besoin de les affecter. Donc c'est pour ça qu'on les impute sur les dépenses imprévues, fonctionnement et investissement pour 100 000 €. Donc il y a quelque chose un petit peu qui me gêne. On a pris les mêmes dispositions pour le budget primitif. Je pense que ce sera de même pour un éventuel budget rectificatif ou supplémentaire. Donc en soi, on en a parlé avec Monsieur Marécal, d'avoir une réserve, c'est toujours intéressant. Mais si on la rapporte, et nous nous en souvenons bien, à la délibération de délégation du conseil municipal au maire, nous vous rappelons que Monsieur le maire peut, par décision unilatérale, engager 400 000 € hors taxe, soit un demi-million d'euros seul.
Donc voilà, ces dépenses imprévues qui augmentent au fur et à mesure des décisions modificatives ou des budgets, mis à côté de ce pouvoir d'engager un demi-million par monsieur le maire seul, vont nous conduire à voter contre cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? S'il n'y en a pas, donc je vais mettre aux voix cette décision modificative. Donc qui est contre? Donc 5, 4, 5, 6 contre. Qui s'abstient? Merci. Donc les décisions modificatives sont adoptées. Alors nous passons à la délibération numéro 9 qui porte sur notre participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées. Vous le savez, nous avons 2 écoles privées élémentaires et maternelles, à savoir Notre-Dame-des-Anges et l'institution Saint-Victrice sur notre commune. Ces 2 écoles sont sous contrat d'association avec l'État, donc il revient, comme chaque année, au conseil municipal de fixer la participation communale de fonctionnement de chacune d'elles. Pour 2021, donc les participations annuelles sont les suivantes. Donc l'école Notre-Dame-des-Anges, 48 326,12 € et l'institution Saint-Victrice, 19 526,06 €. Je vous indique, comme je l'avais déjà annoncé, que nous avons lancé une étude du coût de revient, je dirais un coût réel, d'un élève maternel et élémentaire qui est en cours de finalisation et qui par conséquent nous permettra ainsi, je dirais, pour la dernière année, d'avoir une délibération qui soit forfaitaire. Nous pourrons ainsi, l'année prochaine, avoir une participation qui sera plus proche de la réalité des chiffres, je dirais, à partir donc de cette étude qui vous sera évidemment communiquée le moment venu. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Monsieur Boulan. Alors, la rapporteure de notre groupe, Monique Dubec, étant excusée ce soir, je vais me faire son porte-parole. Elle m'a donné son intervention, donc que nous partageons, et j'ai essayé de ne pas lire, mais plutôt paraphraser. Donc bien sûr, on a ces participations qui sont élevées pour 2 écoles privées situées sur la commune, donc 40 000 € pour Notre-Dame-des-Anges et 19 000 € pour Saint-Victrice. Donc il y a une évolution par rapport à l'année dernière, puisqu'on était à 38 000 € notamment pour Notre-Dame-des-Anges et 20 000 pour Saint-Victrice. Et on avait eu dans la délibération, dans les documents annexes, le détail, le nombre d'élèves, et donc un calcul possible du nombre d'élèves ramenés à la participation avec la tarification des frais de restauration. Donc on ne les a pas cette année. Sur quelle base avez-vous fait évoluer ces chiffres? Donc c'est toujours les mêmes questions depuis plusieurs années. Je ne suis que conseiller municipal que depuis cette année, mais voilà, d'autres, dont Monique Dubec, le sont depuis plus longtemps que moi et demandent régulièrement tous les ans plus d'informations. Donc, elle sait effectivement qu'il y a des études qui sont en cours. Ça a été évoqué en commission scolaire. Donc, nous sommes en forte attente des résultats de ces études pour calculer la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles privées. Et nous espérons qu'elles intégreront toutes les dépenses, c'est-à-dire non pas ce qui relève de l'enseignement uniquement, mais effectivement, il y a de l'occupation de locaux, il y a de la consommation de fluides, dont les gymnases également. Et nous avons toujours en tête aussi la convention qui a été passée à plusieurs communes, notamment de la métropole, avec des écoles publiques qui, entre elles, pour les enfants qui sont scolarisés sur une école qui n'est pas sur leur commune, un prix forfaitaire et qui est basé sur un forfait fixé par l'Observatoire de la laïcité à 360 € en 2021. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est un peu d'équité, un peu de transparence, un peu d'équité aussi sur le montant versé par la commune aux écoles publiques, qui soit équivalent aux écoles privées. Sachant que on avait les chiffres donc l'année dernière, de mémoire, les écoles privées aspiraient très largement beaucoup d'élèves de Biorel. Et voilà, Monsieur Barré, ancien directeur de l'école Larpin, est extrêmement bien placé pour savoir qu'il y a eu des fermetures de classes successives. Et quand une fermeture des classes
successives, il y a un appel d'air. Les parents continuent de s'en aller. Et donc, ce qui porte un risque réel sur la fermeture des écoles. Donc là aussi, en injectant autant d'argent dans les écoles privées, on participe, peut-être par leur équipement, des achats de tableaux interactifs que nos écoles n'ont pas encore, par d'autres moyens d'apprentissage, au siphonnage des écoles publiques. Donc voilà, c'était toute la réflexion qui est la même que l'année dernière. Et voilà, on est déçus de ne pas avoir les éléments que vous nous aviez promis l'année dernière, mais la période est assez compliquée, effectivement. Merci. Alors oui, vous avez rappelé effectivement ce que Monique Dubec objecte chaque année. C'est aussi effectivement par une obligation légale aussi que nous devons aussi travailler sur ce sujet. Alors, c'est vrai que nous avons 2 écoles privées sur notre territoire. C'est plutôt une belle chose puisqu'elles représentent aussi l'histoire de notre commune. Donc, loin de nous de vouloir les mettre en difficulté particulièrement. Donc, elles font partie de notre histoire. Mais malgré tout, nous devons aussi respecter la loi. Et la loi, c'est de dire que nous ne devons pas donner plus à un élève du privé qu'à un élève du public. Mais inversement aussi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner moins à un élève du privé qu'à un élève du public. Alors, on doit s'entendre d'ailleurs sur la participation. C'est bien une participation au fonctionnement, pas une participation à l'investissement. Donc, normalement, la participation qui est donnée à Notre-Dame-des-Anges et à Sainte-Victrice ne doit pas servir à l'acquisition de matériel, mais doit servir au fonctionnement. Alors, il y a une autre problématique, je crois que vous l'avez un petit peu soulevée quand même, c'est aussi la restauration scolaire. Avec Notre-Dame-des-Anges, eh bien, nous avions jusqu'alors, donc, parce que c'est historique, c'était comme ça, la restauration scolaire aussi, qui était... l'école passait par la restauration scolaire de la commune. Or, on a là effectivement une vraie problématique, parce que quand la famille paye la tarification à la ville, elle ne paye pas la totalité du service. Elle paye une partie du service. Et qui paye la différence, c'est bien le contribuable. Et donc, il faut bien intégrer cela aussi dans le coût réel de notre participation à l'élève. Et c'est la raison pour laquelle, donc, ça nous a vraiment semblé important d'agir de rechercher d'abord le coût réel d'un enfant du public pour l'appliquer ensuite au privé. Ce qui nous permettra ainsi de revoir la totalité, je dirais, du fonctionnement de la restauration scolaire. Je ne suis pas fermé à ce que nous continuions à servir les enfants de l'école privée Notre-Dame-des-Anges. Mais il faut que cela se fasse au coût réel. Et ça ne l'était pas jusqu'alors. Donc ça, c'est le gros chantier, en fait. À la fois notre participation réelle au fonctionnement parce que c'est la loi, et de retirer en même temps ce que nous pouvions donner, la différence, je dirais, sur la restauration scolaire. J'espère que je m'exprime bien. Alors évidemment, on va avoir normalement dans les semaines qui viennent ce coût réel à l'élève qui va être présenté aux écoles privées. Et donc, évidemment, va s'instaurer une discussion, une négociation. On n'a pas l'habitude à Biorel de faire les choses brutalement. Donc, on va évidemment les recevoir et discuter avec eux. Mais puisqu'on est déjà au mois de juin, quasiment, les familles, évidemment, vont remplir leur dossier d'inscription, je dirais, pour la rentrée à venir. Donc, il était évidemment trop court pour pouvoir imposer, je dirais, le nouveau dispositif qu'on veut mettre en place dès la rentrée à venir. Ce qui nous permet donc de pouvoir le négocier pour que dès la rentrée prochaine, nous puissions avoir une nouvelle délibération qui s'appuie plus sur le coût réel de l'élève. Alors, il n'est pas dit d'ailleurs dans ce coût-là qu'on atteigne le prix forfaitaire de la Convention. Il est probable que ce soit un peu plus élevé.
Mais si nous revenons sur la restauration scolaire, il va falloir voir comment les choses vont s'équilibrer à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est la négociation que nous allons donc mener avec ces écoles privées pour que l'année prochaine, nous puissions avoir une délibération qui soit beaucoup plus calée sur le coût réel d'un enfant du public et qui nous permettra de financer le coût d'un élève du privé. Voilà, pour vous répondre sur ce point. Christophe Barré, oui. Juste un point qui est juste sur... Vous parliez des équipements et vous avez pris un exemple qui est l'équipement des VPI. Juste celui-là. Mais juste pour établir une vérité, l'ensemble des classes élémentaires de la ville, des écoles publiques, est équipé en VPI et nous sommes en train d'équiper les écoles maternelles. Merci de l'avoir précisé, effectivement. C'était important de le dire. Donc, c'était pas le bon exemple, mais vous auriez pu en trouver un autre. Mais celui-ci, non, puisque nos écoles sont bien équipées de ce point de vue-là. Voilà, donc je vais mettre aux voix cette délibération. Annick Bonneau veut nous dire un mot avant. Oui, je voudrais essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la restauration scolaire. Dans les écoles de Notre-Dame-des-Anges, Sainte-Victrice, il y a des enfants biorélais qui... Enfin, Sainte-Victrice, non, puisqu'il n'y a pas de restauration. Et Notre-Dame-des-Anges participe aux repas qui sont faits par la restauration scolaire de Biorel. Non, en fait, ce sont les familles qui sont facturées par la ville. Ce n'est pas l'école. D'accord. Donc vous facturez les élèves au quotient familial, de la même manière quand ils sont élèves de Biorel, oui. Enfin enfants de Biorel, oui. Ou enfants extérieurs. Oui. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez faire une différence entre les enfants de Biorel et les enfants extérieurs. Non, mais les enfants biorélais qui vont dans les écoles privées de la ville, oui. Devront payer au coût réel le repas. Puisqu'ils sont en école privée, c'est-à-dire que l'école, elle externalise, mais elle passe par la ville. Elle pourrait très bien passer, soit internalisée, comme le fait Sainte-Victrice. Sainte-Victrice, ils ont bien leur restauration propre, ou bien passer par un prestataire externe. Et c'est le choix qu'ils auront à faire s'ils ne veulent plus passer par la ville. Nous, je dis simplement, on ne veut pas les mettre particulièrement en difficulté, donc on veut bien continuer. Puis en même temps, ça permet aussi de diminuer le coût marginal. Nous sommes en capacité de réaliser ces repas à la restauration scolaire de Biorel. Donc on n'a pas particulièrement intérêt à les voir partir. Mais ils doivent aussi payer le coût réel du service. Et c'est ça qui doit être calculé aussi. Vous voyez ? Parce qu'il nous manque quand même beaucoup, et qu'on avait dans les délibérations des années précédentes, c'est la répartition d'élèves biorélais, non biorélais, dans les différentes écoles, qu'on s'aperçoive un petit peu effectivement des mouvements de transmutation, entre guillemets. Oui. Merci. Oui, je comprends. Mais c'est la dernière qu'on présente comme ça. Et donc, c'est la dernière fois qu'on va voter contre la délibération. On verra l'année prochaine. Donc je vais mettre aux voix cette délibération, donc effectivement qui est contre, donc 6 contre, qui s'abstient. Donc cette délibération est adoptée. On passe ensuite à la suivante qui est une convention d'objectifs et de financement entre la ville et la caisse d'allocation familiale. Il s'agit là de financer l'accueil de loisirs sans hébergement, le CLSH, périscolaire et extrascolaire. Donc, dans le cadre de sa politique familiale, notamment la CAF soutient le développement et le fonctionnement des centres de loisirs, comme le nôtre. Ce soutien est organisé par convention, donc vous l'avez en annexe, cette convention d'objectifs. Les 2 conventions avec la CAF pour la période 2017-2020 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 2021, pour la période donc de 2021-2023. L'une portant sur les prestations de services accueil de loisirs pour les accueils périscolaires, et puis l'autre porte sur les services d'accueil de loisirs pour les accueils extrascolaires, donc le CLSH d'été et les petites vacances. Donc en contrepartie du versement des prestations, qui sont toujours importantes pour nous, la ville s'engage à mettre en œuvre un projet éducatif
et ou sociale de qualité. C'est ce que nous faisons donc chaque année avec la responsable du service et l'adjoint en charge de la jeunesse. L'offre de services doit bénéficier à l'ensemble des familles. Il est accordé une attention particulière aux familles à revenus modestes, notamment à travers la politique tarifaire que nous avons adaptée, puisque nous avons une tarification à caractère social suivant les quotients familiaux. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques particulières par rapport à cette convention? Est-ce que vous m'autorisez à la signer? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. La suivante porte sur la constatation de désaffectation et de déclassement d'un bien du domaine public. Donc, il s'agit là, en fait, de ce que l'on va appeler le projet médical. Donc, dans la délibération du 28 janvier 2021, eh bien, vous m'aviez autorisé à procéder à la désaffection et au déclassement d'une parcelle AL 77, précisément, rue de Verdun, dans le complexe sportif Maréchal Leclerc, d'une contenance donc, de 26 261 mètres carrés. Alors, une enquête publique, parce que c'est obligatoire pour un déclassement, s'est donc déroulée donc, du 22 mars dernier au 6 avril. Elle visait spécifiquement le déclassement de cette parcelle, qui est une nappe de stationnement à l'heure actuelle. Le rapport ainsi que les conclusions motivées par le commissaire enquêteur qui avait été nommé à cette occasion, M. Martinez, vous ont été transmises donc dans la note de synthèse. Vous avez pu les lire. En substance, l'enquête publique rend un avis favorable au projet. La présente délibération propose donc de constater la désaffectation du bien immobilier objet de la présente procédure, de prononcer le déclassement dans le domaine privé du terrain composé de la nappe de stationnement, donc d'une surface de 1000 m², d'une partie du terrain du tennis, du premier terrain de tennis sur une surface d'environ 200 m², tel qu'il est présenté dans le plan du géomètre que vous avez en annexe, de confirmer aussi la volonté de procéder donc à la cession de cette parcelle en vue d'autoriser un projet privé de création de maison médicale. Voilà, donc il s'agit là de renforcer donc l'offre médicale sur notre territoire, de le faire à notre avis sur un lieu pertinent entre le sport et la santé, et puis de le faire en préférence sur un parking plutôt que d'utiliser un espace vert à cet effet. Voilà, je vous laisse donc réagir donc, sur cette enquête publique. Monsieur Boulan. Oui, donc on ne va pas relancer le débat qu'on a vu la dernière fois. Nous tenions juste à rappeler qu'effectivement, comme tous les biorélais, nous sommes à 100% pour ce projet de cabinet médical, mais le choix des terrains nous n'a pas paru toujours optimum. L'enquête publique, l'enquêteur a fait son travail, il a reçu des personnes qui n'étaient pas forcément favorables à l'implantation, mais toujours favorables à la construction du cabinet médical. Des arguments aussi, peut-être que le commissaire enquêteur n'a pas pu évaluer lui-même en cette période, notamment le stationnement. Supprimer le stationnement à cet endroit, c'est des nuisances pour le voisinage, pour les manifestations sportives. Voilà, donc on regrette encore cette absence de visibilité à long terme au niveau foncier, en matière de politique foncière de la commune. Une commune sans foncier, c'est une commune sans projet. Vous avez des projets, nous ce qu'on craint, c'est qu'effectivement ils arrivent sur des terrains qui ne seront pas forcément optimum. Donc, comme nous le pensons aujourd'hui, cet emplacement de cabinet médical. Donc, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas revenir non plus sur la désaffectation du terrain de tennis qui va être déconstruit, qui a été laissé en abandon pour ce faire. Donc, le coup était préparé. Voilà, donc c'était... J'ai vu des gens jouer dessus. J'ai été invité à jouer sur ces terrains de tennis. Voilà, bon... Je vous le redis. Donc je vais arrêter là le débat. Il en restera toujours un, quand même. Oui. Celui qui est derrière. Donc j'espère que vous allez le réhabiliter. Ou il sera déclassé aussi, à terme. J'en sais rien. Je peux me permettre, monsieur le maire? Oui. Sur les terrains de tennis... oui, j'ai fini. Excusez-moi, mais sur les terrains de tennis, moi je connais par cœur. J'y suis né, donc à 100 mètres.
à 100 mètres des terrains de tennis. Donc je peux vous dire que les terrains de tennis, ça fait 40 ans qu'on n'a rien fait dessus. Donc il ne faut pas dire qu'ils ont été désaffectés. Déjà, c'est totalement faux. Désolé de vous le dire. Bon. Ensuite, la problématique du stationnement. Effectivement, c'est un sujet. D'ailleurs, Xavier Hoguel, qui est à ma droite, pose des fois la question, ainsi que le foot. Mais en fait, globalement, le fameux parking qui jouxte le premier terrain de tennis qui va être rasé, entre guillemets, pour y mettre du stationnement, eh bien, en fait, c'est quoi? C'est 25 à 30 voitures, pas plus. Voilà. Donc après, il peut y avoir une piste qui est peut-être celle d'un stationnement à un autre endroit. Enfin, vous avez cité, plutôt dit, le fait que vous auriez vu un autre site pour installer le centre médico-social. Vous avez une proposition à faire ou pas, en ce sens? Ce serait bien qu'on le sache. Merci. Bien, je crois qu'on vous a interrogé, donc je vais vous redonner la parole. C'est tout le sens de notre propos aujourd'hui. C'est demain pour les projets, quelle politique foncière, d'acquisition foncière a la commune aujourd'hui pour ses futurs projets. Sinon, on risque demain de voir, non pas un terrain de tennis, mais peut-être des espaces verts ou d'autres espaces laissés à l'abandon, volontairement ou non, disparaître au profit d'autres projets. Donc la commune, effectivement, elle doit évoluer, elle doit se développer, mais qu'elle conserve la cohérence qu'il y avait, notamment aujourd'hui, ici, sur un emplacement à vocation sportive. Voilà, c'était plutôt le sens de notre marque. Et je vais revenir sur un autre sujet en questions diverses. Mais voilà, c'est ça, c'est menons une politique foncière active sur des terrains à acquérir ou des opportunités. Souvent, ça se fait à l'amiable. On est au courant de tout en mairie. Il y a des déclarations d'intention d'aliéner qui arrivent. Et là, on a des droits de préemption. Il faut s'en saisir. Et les imprévus, les imprévus de M. Maréchal au niveau du budget, ça pourrait être pas mal que ce soit mis dans une opération budgétaire réserve foncière. Déjà, nous, ça nous tranquilliserait. Et vous aurez, quand l'opportunité arrive, la possibilité d'acheter dès maintenant. Voilà, c'était juste le sens de mon propos. Alors, moi, je vais... Je peux me permettre, avant de laisser la parole à monsieur le maire, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, mais simplement, j'ai toujours pas de proposition sur un lieu d'implantation. Moi, ce que je vais vous répondre, parce que effectivement, vous avez fait... je voudrais pas être désagréable, mais je m'aperçois que vous connaissez pas la commune. Cette commune, elle fait 251 hectares, et il y a 251 hectares d'aménagés. Cette commune, elle a eu jusqu'à 10 000 habitants, et elle en a aujourd'hui 8 000, jusqu'à... Non, 8 500. Oui, elle a été à 10 000 habitants, elle est à 8 400 aujourd'hui. Nous avons un taux d'équipement qui est déjà suffisant. C'est-à-dire que nous n'avons pas à augmenter la capacité des équipements publics sur notre commune, plus particulièrement. Mais s'il n'y a pas de réserve foncière, on s'était effectivement posé cette question, qui est très contraignante, puisqu'on a un bâti de qualité, on n'a pas de friche industrielle, on n'a pas de friche commerciale, et en plus, on a une densité urbaine qui est très élevée, qui est peut-être la deuxième ou troisième plus élevée de la métropole. On a, je crois qu'on est la deuxième commune la plus petite de la métropole, après la Bouille. La Bouille est plus petite que nous, et après, en superficie, c'est la nôtre. Je veux dire, en cela, on s'était posé cette question-là, de se dire, mais comment on peut se développer sur un terrain, sur une commune qui est elle-même finie? On avait trouvé la solution, mais vous avez fait en sorte, vous, votre groupe politique à l'époque, de la faire chuter. Ben oui, c'était la fusion avec Bois-Guillaume, puisque Bois-Guillaume avait 400 hectares encore à aménager sur cette partie, et si on comprenait la ville de Bois-Guillaume-Biorel, alors effectivement, on avait cette politique de réserve foncière, avec des projets qui pouvaient évoluer, puisque d'une commune de 8 000 habitants d'un côté et puis de 12 000 de l'autre, eh bien, on avait à terme une ville de 20, 22, 25 000 habitants dans la décennie qui venait. Donc cette réserve foncière, nous l'avions évidemment à l'esprit au moment de la fusion de Bois-Guillaume-Biorel, mais elle n'avait pas été acceptée à ce point. Deuxième point également, c'est qu'en matière d'urbanisme,
nous avions eu à porter pour se faire une réserve foncière avec l'EPFN, l'établissement public foncier de Normandie, autour de la place de l'Église, sur le pourtour de la place de l'Église. Eh bien, votre groupe politique à l'époque, puisque ce sont les mêmes sensibilités politiques, était farouchement opposé à ce que nous réalisions cette réserve foncière, justement, à l'époque. Donc, aujourd'hui, il est un peu facile de dire « mais qu'est-ce que vous faites en matière d'urbanisme ?» puisque voilà, rien n'apparaît précisément dans votre politique en la matière. Je rappellerai simplement que c'est quand même, il faut quand même toujours le rappeler, le PLUI, c'est de la compétence, l'urbanisme, c'est de la compétence de la métropole aujourd'hui. Donc c'est elle évidemment qui a élaboré ce PLUI et qui l'a décliné plus particulièrement. Eh bien oui, alors évidemment, c'est tellement facile de le voter quand on est socialiste à la métropole et puis quand on est au conseil municipal de Biorel, de s'y opposer. Bon, voilà, donc c'est des fois un peu contradictoire. C'est comme le contournement Est, c'est la même chose. Vous dire aussi que le droit de préemption, vous le savez aussi, il est normalement aujourd'hui de la compétence de la métropole, même si la métropole redélègue ce droit de préemption au maire. Mais elle le fait dans quel intérêt, le droit de préemption notamment ? Il faut motiver une préemption, puisque j'ai vu dans certains documents que voilà, vous critiquiez le fait qu'il n'y avait pas de préemption de bâtiments autour de la place de l'Église. Mais la préemption, on la motive soit par des équipements publics nouveaux. Bon, on n'a pas particulièrement d'équipements publics à créer à l'heure actuelle. On la motive aussi par les logements sociaux que l'on veut construire. Or, on n'a pas la volonté de construire du logement social. On va en avoir quelques-uns, quelques programmes qui vont sortir dans les années qui viennent. Mais nous sommes à 28-29%, donc nous n'en avons pas l'intérêt particulier. Ou on motive aussi la préemption quand il y a des commerces en perdition, quand il y a une désertification médicale ou autre. Or, à l'heure actuelle, on peut tout à fait laisser le privé s'organiser, le libéral s'organiser pour les maisons de santé ou bien même pour les commerces sur l'ensemble de la commune. Donc il n'y a pas d'intérêt particulier à préempter à l'heure actuelle pour se constituer une réserve foncière sur la commune. Je précise en plus que le foncier il est en plus élevé sur notre commune parce qu'on a la chance d'avoir une commune très attractive, mais évidemment ça fait monter le coût du foncier. Les propriétés sont beaucoup plus chères et par là même, donc, si nous devions nous constituer une réserve foncière, eh bien, elle aurait un tel coût. Pour quel enjeu ? Vous ne l'avez pas cité non plus, que nous serions obligés, pour le coup, de moins investir, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la performance énergétique de nos bâtiments, etc., si nous devions mettre beaucoup d'argent sur une réserve foncière que vous voudriez que nous nous constituions. Donc, voilà, ce sont des belles paroles, mais la commune aujourd'hui, elle est finie, elle est déjà constituée, et nous n'avons pas, je dirais, d'enjeu majeur à se constituer de réserve foncière pour réaliser, que sais-je, des investissements qui ne seraient pas nécessaires sur une commune donc, qui a perdu 2000 habitants, voilà, précisément. Donc vous indiquez effectivement que la commune est finie. Oui. Donc ça, c'est la parole de la ville. Je pense que les promoteurs ne pensent pas comme vous. Ils sont en train de la finir, la ville. Vous n'êtes pas, oui, parce qu'il y a un PLU qui le permet, justement. Il y a un PLU et puis, en plus, la suppression des COS aussi. C'est quand même la loi Duflot. Le PLUI a été voté l'année dernière. Bon... Je pense qu'il y avait moyen avant de prévoir, j'étais pas là, mais il y avait moyen de prévoir avant des réserves foncières pour se retrouver aujourd'hui avec un cabinet médical à construire. Vous ne saviez pas qu'il y a 3 ans qu'il fallait construire un cabinet médical. Voilà, c'est ça que servent les réserves foncières. C'est l'imprévu de M. Maréchal, mais en termes fonciers. Donc vous ne m'êtes pas si désagréable que ça, puisque vous nous transmettez les comptes rendus des commissions d'urbanisme. Il n'y a pas de terrain. Et parcelle possible, on voit quand même qu'il y a des projets d'envergure sur des
des terrains importants, notamment au niveau des terrains MAC 7 et 4. Il y a des possibilités assez importantes en termes fonciers. Donc, voilà, la commune est finie. Pour moi, il y avait possibilité de se réserver des emplacements réservés pour les futurs cabinets médicaux qu'on n'anticipe pas aujourd'hui, et je ne vous jette pas la pierre, et qu'on n'anticipe pas aujourd'hui. De la même façon, je profite pour rebondir sur ce sujet-là. On a le bloc au niveau du crédit agricole et de la pharmacie qui a été vendu. Donc vous êtes en train de réaliser une place plus agréable, et sur un coin de cette place, qui fait même figure un petit peu d'entrée de cette place, il va y avoir un promoteur qui va faire son aménagement. Heureusement, il y a le PLUI qui prévoit des commerces en pied d'immeuble. Donc là, on peut espérer qu'il y ait des choses qui puissent se faire au niveau de l'activité économique. Mais de la même façon, voilà, on redonne aux promoteurs privés l'aménagement de l'entrée principale de la nouvelle place. Pourquoi la commune, sur ce bien même, n'a pas préempté? Elle a d'ailleurs en plus à côté, elle est déjà propriétaire de la caisse d'épargne. Voilà, donc ça aurait fait un bloc important pour encore aérer la place, reculer les immeubles en fond de parcelle, créer une petite place peut-être pour, je ne sais pas moi, une terrasse, hein, elles viennent de rouvrir aujourd'hui. Voilà, c'était quelque chose. Et puis peut-être combattre aussi l'îlot de chaleur, comme vous évoquez, au niveau écologique. Cette place-là, on espère qu'il y aura cet îlot de chaleur qui ne se créera pas, hein, plutôt un îlot de fraîcheur. Voilà. Ça sert à ça, la politique foncière active, et un PLUI aujourd'hui, on se réserve du foncier pour les projets à venir et pour que le public conserve la main sur ces aménagements, sur l'aménagement de son cadre de vie. Voilà. Oui, mais c'est vrai dans la plupart des communes. Et c'est la raison pour laquelle on avait fusionné avec Bois-Guillaume, parce qu'on n'a pas cette possibilité-là. Annick Bonneau, oui. Oui, moi je voudrais revenir sur le PLU et le PLUI. Quand le PLU était encore applicable, on a vu une course effrénée des promoteurs immobiliers à vouloir déposer des permis de... Mais dites depuis quand aussi? Depuis... La suppression des COS, la loi du flot. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des immeubles, mais pas avant. Il n'empêche que le PLUI, on a vu effectivement son application de façon nette. Le programme qui était prévu sur la place Guillaume le Conquérant, avec un immeuble de je ne sais pas combien d'étages, etc., nombre d'appartements, il y a eu un sursis à statuer. On a attendu effectivement que le PLUI soit applicable. On est passé de 30 appartements à 15 appartements. Il y a un immeuble avant pour lequel on a laissé construire, qui va se retrouver avec 42 appartements sur le même type de parcelle. Mais vous savez, donc le PLUI, malgré tout, peut peut-être apporter une amélioration au niveau de la qualité de construction. Autre chose, je voudrais quand même revenir sur l'enquête publique. Bon, effectivement, c'est assez désagréable de voir le peu de personnes effectivement qui se sont rendues. Tout le monde s'en fiche. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais les gens baissent les bras, considèrent qu'ils n'ont pas d'avis à donner, on laisse faire, etc. 20 avis, mais c'est lamentable. Effectivement, il n'y a pas non, mais bon, c'est la société telle qu'elle est, et ce sont des gens qui vont venir râler après, parce qu'il y aura quelque chose qui ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas venus, c'est parce qu'ils étaient sûrement d'accord. Donc, parce qu'en règle générale, quand on n'est pas d'accord, on s'exprime plus fortement que quand on est d'accord avec un projet. Donc c'est une chose. Le rapport du comité enquêteur était quand même très intéressant à lire. Apparemment, il vous a fait un rapport. Vous avez fait un mémoire en réponse à l'enquête publique. Ça aurait été sympathique de nous donner ce mémoire en réponse, de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir les deux argumentations. On ne l'a pas dans la délibération que vous nous proposez. Oui, c'est les arguments que je viens de vous donner, précisément. Oui, mais ils ont été écrits, ils ont été transmis par écrit. Donc, au commissaire enquêteur. Tout à fait. Ça aurait été sympathique qu'on puisse les avoir. Je voudrais aussi faire remarquer que le commissaire enquêteur a fait un certain nombre de recommandations qui sont fortes, qui ont été faites. J'espère que les recommandations de ce comité enquêteur seront
bien vu au moment de la réalisation du bâtiment sur cet espace. Un étage simplement, intégration dans l'habitat, qualité de construction avec l'environnement, etc. Bon, oui, donc, c'est un pôle santé, donc notamment en matière d'accessibilité. Oui. Ils rechercheront évidemment le plus de facilité possible, précisément. S'il était beau, ça serait. Enfin, c'est très subjectif alors, la notion, c'est ça. mais intégrer à l'environnement, la beauté est quand même très subjectif. Quelque chose de particulièrement important. Mais pour revenir à la place de l'église, par exemple. Moi, je ne trouve pas que le nouvel immeuble qui a été construit est bien plus affreux que le précédent. On ne parle pas d'esthétique, là, on parle aussi de voilà. Passage. Pour ceux qui montent la rue de la Libération, le nouvel immeuble est quand même un sacré handicap parce qu'on ne voit plus du tout ce qui se passe quand on arrive. Pas moins qu'avant, en tout cas. Avant, c'était beaucoup moins haut quand même. Et on n'a pas du tout envisagé l'aménagement de la place au moment de construire ce document. On a bien compris qu'on ne se mettra pas d'accord sur, sur notre vision de l'urbanisme, mais je vous trouve tellement en contradiction en permanence sur ces questions-là. Vous êtes quand même un groupe qui est contre l'étalement urbain. Vous êtes contre l'artificialisation des sols. Vous êtes pour éviter que la ville s'étende au-delà de ses frontières à l'heure actuelle. Mais si on veut éviter qu'elle s'étende, il faut bien qu'elle se densifie, la ville. Mais quand elle se densifie chez vous, c'est une autre histoire. C'est toujours la même chose avec les discours qu'on peut entendre en telle contradiction, je dirais précisément. Moi, j'entends le discours de la métropole à l'heure actuelle. J'entends l'adjointe à l'urbanisme de la ville de Rouen. Enfin, je me demande si c'est la même qu'avant la mandature, quoi. Enfin, voilà, donc on veut défendre l'environnement et c'est normal. Je pense qu'on a tous cette envie, mais il ne faut pas tenir deux discours. Celui qu'on tient quand on fait des discours politiques et puis celui qu'on tient quand on est dans son quartier. Donc il faut aussi avoir un peu de cohérence en politique. Et je trouve que parfois ça manque sur ce sujet de l'urbanisme. Parce que c'est trop facile de taper sur les maires en permanence. On voit la même chose à Bois-Guillaume, on voit la même chose à Méliénard, on voit la même chose sur Bonsecours ou sur des communes, justement, qui sont trop attractives pour les promoteurs. Voilà. Mais quel est réellement le pouvoir du maire d'empêcher un promoteur d'acquérir une parcelle à Biorel, comme ailleurs ? Il est quand même très minime. Très minime. Alors, je vais mettre aux voix cette délibération, donc sur la désaffectation et le déclassement de ce bien. Donc, qui est contre ? Donc, 6 contre. Qui s'abstient ? Donc, cette délibération est adoptée. Vous aviez, je crois, un point à aborder en questions diverses ? Non ? Oui ? Non ? Vous vouliez aborder un autre point ou pas ? Non ? Pas particulièrement ? Éventuellement, oui. Revenir sur le comité citoyen écologique. Oui. Vous disiez tout à l'heure qu'il va peut-être se réunir avant l'été. Non. Enfin, peut-être. Non, il va se réunir. Bon, il faut qu'il se réunisse. C'était le sens de ma question. Ouais. Il a été instauré. Oui. Donc, je pense qu'ils sont dans les starting blocks. Voilà. Ils attendent de bouger. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a besoin de montrer qu'ils sont utiles et importants pour mettre en place notre politique. Donc, on va trouver une date sur le mois de juin. Et je souhaite que à la fois les chefs de service municipaux et les adjoints participent à la première réunion d'installation. Justement pour que tout le monde puisse avoir le même discours, le même langage. Et puis ensuite, ils vont évidemment travailler avec nous pour connaître les axes sur lesquels ils souhaitent plus particulièrement travailler. On peut déjà en citer quelques-uns. Il va y avoir la défense de la biodiversité, la valorisation de l'environnement. Le parc de l'Argilière, je pense qu'il y a beaucoup de choses à y penser. On a parlé d'un rucher urbain. Je me tourne vers Patrice. On a parlé également d'une forêt, peut-être une forêt urbaine aussi, de densifier un peu, de planter plus d'arbres peut-être dans le parc de l'Argilière. Bon, voilà, donc sur la biodiversité. Après, on a sûrement beaucoup de choses à faire aussi sur la mobilité. Donc on sait que la métropole est en train d'élaborer son plan, on appelait ça autrefois le PDU, maintenant c'est le plan des mobilités.
Donc il y a des groupes de travail qui sont menés aussi sur ce sujet. Donc je souhaite également que, sur la mobilité hier soir déjà, donc qu'il puisse y avoir aussi, ils puissent nous aider à mettre en place ce plan des mobilités sur Biorel. Après, on a des problématiques, je me tourne aussi vers Françoise, de gestion des déchets, notamment, sur la gestion des déchets, la valorisation, mais aussi les dépôts sauvages, comment mieux gérer aussi les colonnes enterrées, et ainsi de suite. Donc, sur les déchets, il y a sûrement beaucoup de choses à faire aussi. Donc ça, c'est un axe aussi qui me semble important. Voilà quelques-uns. Quentin Bousse en a aussi d'autres en tête. Et puis... voilà, on discutera avec eux aussi sur la manière dont ils souhaitent s'organiser eux-mêmes et comment ils souhaitent toucher à la fois les élus, comment est-ce qu'on travaille nous avec eux, et comment est-ce qu'on travaille aussi avec les services et puis enfin avec les habitants. Donc il y a beaucoup de travail à mettre en place, on a envie de l'installer, donc ça sera fait de toute façon avant l'été. Annick Bonneau, oui. Dernière question, je pense. On aimerait bien avoir un état de la situation sur la vente de la maison à l'esthéticienne. Qu'est-ce qui se passe? On a des bruits qui courent, c'est assez désagréable. On aimerait bien savoir ce qui se passe. Merci. Oui. Alors, elle nous a écrit, effectivement, pour nous dire qu'elle renonçait à acquérir le bien. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Pour vous dire, alors elle a un bail précaire, bon, donc on va réfléchir à la situation, mais on n'a pas pour l'instant d'autres... on n'a pas décidé, je dirais, de ce qu'on fait de ce bien. Est-ce qu'on le reloue? Est-ce qu'on le cède malgré tout? Est-ce qu'on retourne vers elle? Enfin, voilà. Donc je pense que c'est un problème financier qui fait qu'elle ne peut pas avoir contracté son prêt, pour tout dire, si on a bien compris les choses. Mais en tout cas, voilà, officiellement, elle nous a écrit pour nous dire qu'elle renonçait donc à l'acquisition de ce bien. Bon. Juste parce que Monique Dubec étant absente, elle aurait posé la question, peut-être, juste pour terminer ce soir, sur la piscine. Donc je ne vais pas être long. Simplement... vous rappelez que nous avons eu une réunion avec le maire de Rouen qui nous a reprécisé donc, que la ville de Rouen avait bien un projet, mais qui s'est éloigné de celui originel donc, de Biorel, puisqu'il sera un peu plus loin, pas dans le quartier des Sapins, mais dans celui de la Grand-Mare. Le deuxième point que je voulais vous dire aussi, c'est aux élus de Bois-Guillaume de prendre une décision aussi. Donc je dirais que la balle est dans leur camp. Ils n'ont pas encore pris de décision de savoir si oui ou non ils souhaitaient le retrait pur et simple donc, du syndicat intercommunal, ou si ils souhaitaient malgré tout la relance de la rénovation de la piscine Transat, du fait maintenant qu'on connaît le projet de Rouen, donc, parce qu'on voulait d'abord savoir ce que Rouen allait décider, pour ensuite eux-mêmes prendre cette décision. En tout cas, de notre côté, j'ai bien expliqué que nous pouvions encore envisager la rénovation de cette piscine à différentes conditions. La première, c'est effectivement que les élus de Bois-Guillaume aient bien envie d'y aller, évidemment, parce qu'on n'irait pas tout seul. Le deuxième point, c'est que nous solliciterions d'autres communes proches, donc voisines, tel Isnoville, Saint-Martin-du-Vivier, ou bien encore Fontaine-sous-Préaux, enfin les plus proches en tout cas, pour venir participer au déficit d'exploitation de la piscine. Ne soyons pas les seuls à payer ce déficit structurel, pour qu'il soit réparti au prorata du nombre d'habitants. Donc c'est une autre aussi exigence de notre part, c'est que le déficit soit financé au prorata du nombre d'habitants, et puis à 55 hommes, comme on l'avait autrefois avec Bois-Guillaume. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, où nous en sommes sur ce projet. Et puis une dernière chose donc, à vous dire avant de lever le conseil municipal, c'est que je voulais remercier Mélanie Clou, qui faisait ce soir son dernier conseil municipal, puisqu'elle m'a envoyé sa démission pour cause professionnelle.
Donc je voulais la remercier d'avoir participé, même si dans cette période de crise sanitaire, on n'a pas pu faire tout ce qu'on aurait eu envie de lancer. Mais en tout cas, je voulais lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions professionnelles, parce qu'elles sont très engageantes. Mais pour le coup, comme une personne, je dirais, responsable, elle a pesé le pour et le contre, et de dire que je n'avais plus autant l'engagement possible pour la commune, pour rester tout simplement siéger dans le conseil. Donc je respecte évidemment sa décision de démissionner, même si je la regrette forcément, puisque nous constituons une belle équipe. Donc Mélanie, c'était ton dernier conseil municipal ce soir, et nous aurons donc à demander ensuite au suivant d'apparaître dans le conseil municipal à la place. Donc voilà, on peut l'applaudir ce soir. Et je clôt donc le conseil municipal, et je remercie donc l'ensemble des conseillers pour leur participation. À demain, oui. Oui. 22 juin.